Ok. Très bien, alors on va commencer. Donc, comme elle vous a dit Capucine, donc tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Dès que Laetitia m'a invitée, j'ai dit oui, je viens tout de suite. Parce que, non, vous savez, c'est pas parce que le week-end à Paris, c'est toujours agréable, mais parce que j'y tiens beaucoup au travail que vous faites. Il y a cette association. Je veux dire, le bénévolat, d'être là pour les autres, je veux dire, des jeunes qui font ça, pour moi, c'est des jeunes top. Non, mais vraiment. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est la personne. Qui est la personne? Vous rencontrez des personnes. Vous ne faites pas de bénévolat avec une table. C'est toujours des personnes, des enfants, des personnes âgées, des personnes qui vivent dans la rue. Voilà. On est tout le temps dans la relation avec des personnes. Donc, ça ne sert pas. Disons, ce qu'on va dire aujourd'hui, en fait, j'espère que c'est quelque chose qui va vous enrichir, parce que à moi, en étudiant cette anthropologie, j'étais vraiment enrichie, moi, en tant que personne, et dans ma manière d'entrer en relation avec les autres. Donc, c'est pas que pour le travail que j'aime, mais en général pour votre vie, pour les rencontres que vous faites à l'université, dans votre famille. Donc, moi, en tant que psychologue, je pensais qu'en allant étudier, je regarde Rosario qui elle étudie aussi la psychologie, non? Quand on a envie d'étudier la psychologie, on commence les études de psycho en pensant, je vais découvrir qu'est-ce que c'est la personne. Et en fait, j'étais assez déçue. Pourquoi? Parce que ce que je me rendais compte, il y avait des choses super intéressantes, c'est pour ça que j'ai continué quand même les études de psychologue, mais je disais, mais au fond, quelle est la vision de personne qu'on m'a donnée? En fait, c'est un concept d'être qui est mesurable. C'est-à-dire, on parle de l'intelligence est mesurable, on peut faire en QI, et tout ce qui est mesurable. Je me dis, mais la personne, il y a quelque chose de plus, et qui justement n'est pas très mesurable. Voilà, donc il y avait des choses qui je trouvais très intéressantes et d'autres qui me frustraient un tout petit peu. Et c'est pour ça que j'ai continué et j'ai fait un master en Espagne, parce que et là-bas, par hasard, mais les hasards ne sont pas vraiment des hasards dans la vie, et j'ai rencontré cette anthropologie qui m'a énormément enrichie. Le titre, comme ça, le nom de cette anthropologie est Anthropologie transcendantale. Parce qu'il y a cette idée de transcendance, c'est-à-dire on va au-delà de ce qu'on voit de la personne. La personne est beaucoup plus de ce que vous percevez ou vous voyez. Vous vous rendez compte que mon français, il n'est pas très entraîné. Je fais mes études à Genève. Ma langue maternelle est l'italien, donc des fois, il me manque des mots, ou j'invente des mots. Désolée, si vous ne comprenez pas, vous me dites, parce que peut-être je vais prendre l'italien. Donc, Leonardo Polo, c'est un philosophe assez récent. En fait, il est décédé en 2013, donc du siècle passé, mais de ce siècle. Et, sa question était vraiment qui est la personne humaine, quelle est la définition pour le concept de personne, et aussi où se situe la dignité de chaque personne. Alors, si vous avez des questions, vous levez la main, on interrompt tout de suite, c'est-à-dire, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je pars tout de suite avec pas une définition, mais une affirmation. Donc, nous sommes, la personne est trois choses. La personne est connaissance, personnelle, on parle de personne. La personne est liberté. Et la personne est amour. Okay. Alors, quand moi, je suis ici devant vous, et la même chose quand vous allez rencontrer les gens avec lesquels justement vous laissez le projet de Formidable, de Petit Prince, c'est magnifique ces noms que vous avez choisis. Donc vous rencontrez, quand vous voyez quelqu'un, la première chose que vous voyez, c'est le corps, en fait.
personne a un corps. Mais la personne n'est pas son corps. Donc nous avons un corps. Pourquoi la personne n'est pas son corps? Parce que si la personne était son corps, si moi je vois un bébé qui est une personne qui a encore un potentiel énorme de grandir, ben je dis c'est une personne un peu minus. Non, c'est une personne. Ou si je vois quelqu'un qui, quand on me donne la main, et ça c'est par rapport aux migrants, une collègue qui me racontait que justement un migrant lui donnait la main, il lui manquait des doigts par les histoires traumatiques qu'il avait vécues. Bah, c'est pas, elle dit, c'est une personne avec il a un handicap, quelque chose qui lui est arrivé dans la vie, mais c'est une personne. C'est pas parce qu'il lui manque un bras, une jambe. La même chose avec les personnes âgées. Vous rencontrez des personnes qui ont peut-être une démence, qui, justement, l'Alzheimer ou d'autres démences, ils perdent la mémoire. Donc on a l'impression qu'ils perdent leur identité parce qu'ils n'arrivent pas. Mais là aussi, donc c'est pas qu'il y ait moins personne. Donc la personne a un corps, donc se manifeste à travers un corps, mais des fois ce corps, voilà, il est imparfait, on ne sait pas que la personne est imparfaite. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez ajouter quelque chose, vous intervenez, vraiment, c'est très bien. La même chose, il y a un autre niveau, on pourrait dire, la personne a, et là aussi, je vous provoque un peu, mais dans ces anthropologies, on dit que la personne a une intelligence et une volonté. Mais elle n'est pas son intelligence et sa volonté. Alors, je mets là intelligence. Et volonté. Commençons par l'intelligence. La personne a une intelligence. L'intelligence et la volonté, c'est comme deux bras. Elles sont deux puissances qu'a la personne. L'intelligence se construit. Et Piaget a étudié toute la construction de l'intelligence. L'intelligence se construit. Un enfant très petit, un bébé, a beaucoup de neurones, énormément de neurones, mais son intelligence doit encore se construire. Donc, a une très petite intelligence qui doit se construire. Mais, encore une fois, il n'est pas moins personne que nous. Et il y a des gens qui sont hyper intelligents. Il y a des gens qui reçoivent des prix Nobel qui ne sont pas plus personnes que nous. Que nous n'avons pas encore. Peut-être vous êtes en voie de recevoir un grand prix. Et l'intelligence. Ça m'a frappé. Une des fois que je suis venue l'année passée à Paris, à l'aéroport, j'ai acheté cette brochure-là, le guide du cerveau. Ça m'a intéressé. Et il y a beaucoup d'articles super intéressants. Moi, ça me fascine le cerveau et toutes ces choses. Je dis, on va voir qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et ça m'a beaucoup frappé le premier article. Nous sommes notre cerveau. Je dis, attends, c'est intéressant. Tout premier article. Nous sommes notre cerveau. Est-ce que nous sommes notre cerveau? Ou nous avons un cerveau, donc une matière organique qui nous permet de manifester notre personne. Je vous lance un tout petit peu la chose. Nous sommes, là, il y a des articles super intéressants et il y en a un qui dit justement qu'ils veulent comprendre le cerveau, les secrets de l'ultime terra incognita, et ils racontent dans méga projet Human Brain Project qui a coûté je ne sais pas quoi, pour comprendre justement le cerveau et faire des simulations à l'ordinateur. Et c'est vraiment des scientifiques du monde entier qui collaborent, c'est des images magnifiques, c'est vraiment super fascinant. Mais ils disent, on arrive très proche, mais on n'arrive pas à reproduire cette machine qui est le cerveau, qui est tellement parfaite, tellement incroyable. Il y a des numéros là, je ne peux même pas vous répéter, mais si vous voulez, après vous pourrez regarder. Vraiment, c'est fascinant, cet organe que nous avons, qui nous permet de manifester. Mais je me dis, et là c'est une question que je me posais pendant que je lisais l'article,
est-ce que notre cerveau est justement un organe comme ça? Parce que si c'était que du biologique et il fonctionnait qu'avec du biologique, pourquoi on n'arrive pas à l'imiter? Parce qu'en fait, pour le moment, on n'arrive pas encore. Alors je me disais, est-ce que notre cerveau, c'est du biologique, mais est-ce qu'il est imprégné de quelque chose d'autre? Est-ce qu'il est animé par quelque chose d'autre qui n'est pas reproduisable, n'est pas technicisable, on ne peut pas, justement, avec l'informatique, avec la technique, je sais pas, peut-être on arrivera, hein, pour le moment on n'arrive pas. Alors, moi, avec les données qu'on a aujourd'hui, je me dis, peut-être il y a beaucoup plus derrière mon cerveau. Et qu'est-ce que c'est ce beaucoup plus? Donc ça, c'est par rapport à l'intelligence. Le même discours on pourrait faire par rapport à la volonté. Hein. La volonté, donc, nous permet de faire beaucoup de choses. Hein. Avant, quand vous avez présenté Jeanne, vous disiez agir, non, mes mots c'est agir et me dépasser. Agir, non? Agir, c'est avec la volonté. Hein. On réfléchit, ok, je choisis ce projet parce que je veux travailler avec les enfants et je mets en acte, j'agis. Hein. Très bien, mais est-ce que nous sommes, et ça c'est une vision qui est très présente dans notre société, nous sommes ce que nous faisons. Se remarquer, il y a beaucoup cet apprendre. Donc du coup, quand je n'arrive plus à faire certaines choses, parce que j'ai eu un accident, parce que j'ai une maladie, c'est beau là. C'est très romantique. Être dedans aux choses. Donc, si je n'arrive plus à faire, parce qu'il y a des limites que la vie m'impose, hein, des limites d'âge, des limites de maladie, des limites de, je sais pas, souvent d'accident ou des contraintes. Est-ce que ma valeur de personne diminue? Et des fois, on a l'impression que oui, et des fois, on a beaucoup de peine d'accepter de devoir s'arrêter, de devoir faire une période de convalescence parce qu'il y a une maladie, de devoir s'arrêter aussi parce que je sais pas quoi, parce que ça met en crise un peu notre identité, notre valeur de personne. Alors, au fond, pourquoi ça nous arrive ça? Parce que on a implicitement une idée anthropologique de personne qui nous dit ce que tu fais te donne valeur. Donc, nous, même si nous n'avons jamais réfléchi à l'anthropologie, donc de point de vue philosophique à qui est la personne humaine, on a une idée implicite. Et donc, c'est intéressant parce que des fois, on peut être justement en crise d'identité ou parce qu'on a une idée qui est un peu biaisée. Donc, alors, on est arrivé, on a commencé à parler du corps, l'intelligence de la volonté. Donc, qu'est-ce que c'est la personne? Et moi, déjà, j'avais dit, la personne, c'est ça. Mais on va expliquer un tout petit peu ça parce que c'est un peu bizarre. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est la personne? En fait, la personne est... là, il y a un élément qui s'appelle limite mentale. Leonardo Polo disait, nous, on a une limite mentale et on doit dépasser cette limite mentale pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au-delà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une limite mentale. Nous, souvent, on reste un peu coincé là-dedans. C'est-à-dire, aussi parce qu'un tout petit peu, notre société nous coince là-dedans. C'est-à-dire, on nous dit, et c'est très important, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas des choses importantes, hein. C'est des choses qui sont fascinantes, j'ai acheté là, et puis là, parce que ça me fascine, hyper intéressantes, importantes, mais nous ne nous limitons pas à ça. Il y a beaucoup plus. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup plus qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est pour ça que dans mes études de psychologie, j'étais fascinée et en même temps frustrée. Hein? Parce que je sentais que c'est super, je voulais faire la neuropsychologie, ça m'intéressait à fond et tout. Mais je dis, mais je me souviens quand je travaillais à l'hôpital de Lausanne, au CHUV, et j'étais en neuropsychologie enfantine, donc c'est
les problèmes du cerveau en développement. C'est super fascinant parce que déjà le cerveau c'est fascinant, en plus dans le développement il y a des choses qui changent et tout. Et là je me souviens qu'il y avait des parents avec des enfants avec des troubles du cerveau, des épilepsies, toutes sortes de choses. Je me disais c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est d'un point de vue intellectuel, de diagnostic et tout. Mais après une fois qu'on avait dit ok votre enfant a ça, 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 les gens partaient. Je dis non attends, moi je veux accompagner ces gens parce que c'est hyper dur de recevoir ce diagnostic. Je dis oui mais derrière ici on ne fait pas ça. Ici on fait la recherche du diagnostic. Après c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe. Je dis mais qui? Par exemple un psychothérapeute. Je dis donc moi je veux faire ça. Moi ça ne me suffit pas de comprendre le problème. Je veux accompagner les gens à surmonter les problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis psychothérapeute. C'est la dernière chose que j'aurais fait quand j'ai commencé à étudier. Non, mais vraiment, j'avais plein de préjugés, mais ça c'était mon problème. Mais je comprends, mais petit à petit, ben, on connaît plus et on comprend que finalement, voilà. Donc, connaissance, liberté, amour. La personne est. Je mets des autres mots qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour définir aussi la personne, c'est l'esprit. L'esprit, en autre mot, sont tous des synonymes. L'intimité. La personne, l'esprit, l'intimité. Alors, la personne est connaissance, la personne est liberté, la personne amour. Je vous demande maintenant de faire, celles qui entre vous travaillent avec les petits princes, ça sera plus simple. Celles qui ont des frères et sœurs petits, c'est plus simple. Donc, pensez à un enfant. Plus petit il est, plus c'est compréhensible et simple. Parce que les enfants, ils sont des personnes simples. Nous, en grandissant, on devient un tout petit peu plus complexe. Et donc, pour comprendre vraiment le cœur de qu'est-ce que c'est une personne, j'ai l'impression que si on pense à un enfant, on arrive à saisir. Un enfant il arrive au monde et il a sa connaissance, elle lui connaît. Et à travers son cœur, il a une connaissance. Les premières personnes qu'il connaît, avec lesquelles librement il décide de coexister, et là j'introduis un autre, la liberté. Pardon, je saute un peu de coconut. Non, c'est pas des coconuts, je mets en lien, mais si vous vous perdez, vous me dites, parce que je suis un peu. Mais disons que sont très liées les trois choses. La liberté, en fait, la personne est libre, mais la liberté se manifeste, se déploie quand la personne se donne. Quand la personne décide de coexister avec. Nous sommes aussi coexistence. Après, je reviens à la connaissance. Parce qu'en fait, ça me fascine énormément. La liberté, la coexistence. Je pars toujours par là. Et nous sommes coexistants. Nous n'existons pas, nous coexistons. Nous avons besoin de compagnie. Nous avons besoin de partage, de communiquer. Alors, ça, c'est par exemple des découvertes qu'a fait un psychologue, un médecin, un psychanalyste autrichien, américo-autrichien, qui s'appelait Spitzer, René Spitzer. Lui, en fait, il avait fait des recherches, il est allé en Roumanie, quand la Roumanie était encore sous le communisme. Il était allé voir des orphelinats. Et là, qu'est-ce qu'il a observé? Qu'il y avait énormément d'enfants. Peut-être imaginez-vous, il arrive, il y a un orphelinat avec 30 enfants. De l'âge 0, quelques mois, jusqu'à 3 ans, imaginez. Il y a 2 personnes qui s'occupent des 30 enfants. Alors, on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour des enfants tellement petits? Il faut leur donner un biberon, changer les couches, voilà quoi. Bon, ces 30 enfants, il y en a qui mouraient très vite, se laissaient mourir. Il y en a qui, à 3 ans, ne marchaient pas, donc un enfant ne marche pas une année, et qui ne parlaient pas.
donc retard mental, physique, moteur, retard de développement et des enfants qui se laissaient mourir. Et lui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a développé ce que est le syndrome d'hospitalisme par rapport aux carences affectives. Donc il se dit, oui, mais 2 personnes pour s'occuper de 30 enfants, l'enfant n'est pas que, justement, en bout de chair, où il faut juste s'occuper des besoins fondamentaux, manger et enlever caca. Non, il faut plus, il faut une présence, il faut une coexistence. Et ces enfants n'ont pas ça. Donc, ça vaut pas la peine de vivre. Ils se laissent mourir. Il a développé aussi tout le concept de dépression analytique, ces concepts psychanalytiques très intéressants. Mais justement, il s'est rendu compte et il a développé tout ça. Et là, on s'est rendu compte de combien est important le lien d'attachement. Mais après, il y a eu John Bowley en anglais qui a développé justement toute la théorie de l'attachement. Peut-être c'est des choses qui vous disent quelque chose. Mais la personne est coexistante et la liberté s'engage dans la coexistence. Il y a des gens qui disent moi, je veux être libre toute ma vie, donc voilà, je m'engage à rien. Mais si la personne ne s'engage pas, ne grandit pas. C'est pour ça que ça, c'est aussi une des choses que j'estime beaucoup chez vous, qui vous faites ce volontariat, ce bénévolat, c'est justement un engagement. Vous avez pris un engagement avec le projet que vous menez dans votre vie et avec Jeanne. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'engager pour être libres. Mais c'est une vision fausse de la liberté. La liberté peut grandir, elle peut se déployer seulement dans l'engagement, parce que nous sommes coexistence. Alors ça, c'est un concept qui est très important et qui, si vous avez après des questions, on peut encore en parler. Voilà, donc la personne, la solitude tue la personne et la liberté, c'est justement ce qui lui permet d'avoir un dynamisme vers l'être. L'être qui peut être l'être personnel, donc des autres personnes, mais ça peut être aussi l'être du cosmos. Il y a des gens qui s'engagent pour la nature. Très bien. Je veux dire, ça c'est aussi pour les plantes, pour les animaux, c'est très bien. Je veux dire, mais c'est quelque chose justement qui sort. C'est clair qu'une personne, la coexistence se fait avec l'être du cosmos aussi, mais la personne a besoin de quelqu'un qui soit à son hauteur, donc une autre personne, pour la coexistence. On coexiste avec la nature, oui, avec les animaux, mais c'est des niveaux différents. Ça ne veut pas dire que ça vaut moins. C'est juste que la personne a besoin d'un partage personnel. On verra ça en parlant encore davantage de quelques concepts. Donc, liberté et coexistence, on retourne à la connaissance. La connaissance, on retourne au concept, disons, à penser à l'enfant. L'enfant, tout enfant, les enfants, ils sont libres. Un enfant, il est libre. Il est libre, il coexiste, il connaît. Alors, quand un enfant il arrive au monde, il a besoin. Alors, maintenant il y a un peu tous les cas de figure, mais imaginons la chose traditionnelle. Un enfant il arrive dans le ventre de sa maman, d'accord? Okay, parce que ça peut être aussi autrement, mais imaginons. Alors l'enfant il est là et il a tout de suite disons librement, il coexiste avec sa mère et il connaît sa mère. Il a une connaissance. Il sait quand maman est angoissée, a peur, quand elle est joyeuse, elle est contente. Tout ça, il le ressent. L'enfant ressent tout ça. La science nous dit et nous parle, font énormément de recherches par rapport à ça, de montrer quel est le lien entre mère et enfant. Et donc, il a une connaissance qui, on dit, ouais, mais alors c'est l'intelligence. Non, c'est différent. Alors,
la connaissance personnelle qui est dans ma personne, c'est une connaissance qui ne doit pas passer par les 5 sens. L'intelligence se construit à travers l'expérience, à travers les 5 sens. Donc je vois, non, les enfants ils font ça, non? Tac, et si je donne ça à un bébé quelque part, il le fait tomber. Je lui redonne, il le fait tomber. Là, il va comprendre que oui, il y a une loi de gravité, donc ça tombe toujours. Au bout d'un moment, il se casse. Mais donc l'enfant a besoin de l'expérience pour construire les lois et construire son intelligence. Et la connaissance personnelle est quelque chose de plus profond. Et quelque chose de plus profond. Et quelque chose que quand les parents arrivent à la maison le soir et l'enfant revoit papa, maman, ses frères et sœurs, il sait très bien, même si maman essaie de cacher, que maman est triste. Et maman peut-être est triste parce que grand-maman, elle est à l'hôpital. Alors, maman, elle dit, non, je ne dois pas montrer au petit que je suis triste parce qu'elle est fatiguée et tout, donc elle cache. Mais l'enfant, il a très bien compris que maman est triste. Et ensuite, maman lui explique pas pourquoi elle est triste. Et alors, lui, il pense, ah, peut-être, je me suis porté mal. Donc, c'est ma faute que maman est triste. Parce que l'enfant, quand il ne comprend pas, il se donne des explications. Donc, il se met en jeu. Donc, la chose, je dis toujours aux parents, expliquez. L'enfant, il a compris que tu es triste quand tu arrives à la maison. Il faut juste lui dire. Grand-maman, elle est à l'hôpital, mais il y a les médecins qui s'occupent de grand-maman. Donc, aucun problème. Très bien, l'enfant, il est tranquille, mais il a compris. Vous voyez? Donc, le fait qu'il connaît, ça ne veut pas dire qu'il a une explication. Ou qu'il a pris conscience du coup, il voit maman qui est triste et peut devenir triste lui, mais il ne comprend pas. Ok. Donc, c'est une connaissance. Nous avons cette connaissance aussi. Donc, ça, c'est nous sommes. Vous voyez, je me trompe à parler. Nous n'avons pas cette connaissance. Nous sommes cette connaissance. Chacune de nous connaît à sa manière. La connaissance est personnelle. Nous avons une. Alors, cette connaissance nous permet de capter le monde qui est autour de nous. Nous avons une ouverture naturelle envers le monde. Et donc, nous sommes connaissance, et nous sommes connaissance dans 2 sens. Vers les autres personnes, vers l'être des autres personnes, et vers le cosmos. Donc, vers l'être de, justement, la nature, le monde. Donc, nous avons cette ouverture-là. Et ça, c'est très important parce que nous sommes coexistence. Vous voyez, tous sont liés. Quand quelque chose, disons, quand la personne est là, il y a les 3 choses qui s'engagent, qui vont ensemble. Si je connais, c'est parce que librement, j'ai coexisté, j'ai décidé de coexister avec cette personne, d'entrer en relation. Et du coup, il y a aussi l'amour qui rentre en jeu. Connaissance, liberté, amour. L'amour aussi personnel, ça peut-être c'est plus facile à comprendre que la connaissance qui est personnelle. Parce que si je vous dis, imaginez une maman qui a, je ne sais pas, 3 enfants, et elle perd un enfant. Et les autres, non, imaginons qu'elle a plus d'enfants, 5. Beaucoup d'enfants. Elle perd un enfant, et les autres disent, ouais, mais il en reste 4. Non, mais attends, celui-là, il donnait en amour, il était une présence, l'amour qu'il lui donne chaque enfant est différent. L'amour que nous donnons à nos parents, que nous donnons à nos amis, je veux dire, moi je peux avoir 30 amis, mais si 30 bonnes amies, mais si une amie me trahit, je souffre. Oui, mais t'en as encore 29. Non, mais attends, mais celle-là, vous voyez, je veux dire, c'est l'amour de chaque personne est unique et personnel. J'ai l'impression que ça, on le comprend mieux que peut-être par rapport à la connaissance. Parce que nous, on mélange beaucoup la connaissance avec l'intelligence. Donc nous, on connaît de manière personnelle, mais après,
ce qu'on manifeste de cette connaissance, c'est à travers l'intelligence. Donc, à travers l'intelligence, on a des généralités. Donc, le langage, vous me comprenez parce que j'utilise des mots que vous connaissez. Mais en fait, tout ce que je capte en ce moment, j'arrive pas à l'exprimer. De votre attention, de votre présence, j'arrive pas à l'exprimer, vous voyez. Mais c'est ma connaissance à moi, et vous avez la vôtre. Et cela est quelque chose qui justement par rapport à cette partie-là, manifeste la personne. Là, c'est, vous voyez, cette ligne-là, c'est comme s'il y avait deux mondes. Un monde qui est ici profond et spirituel, qu'on pourrait aussi dire c'est le cœur profond. C'est la personne, et là, c'est la manifestation. Ici, la personne manifeste de manière symbolique ou générale. C'est les deux manières dont on manifeste. Ça veut dire quoi? L'intelligence, nous apprenons à l'école certaines règles, certaines choses qui nous permettent aussi de, justement, rentrer en communication. Il y a tout aussi, d'un point de vue corporel, de volonté, des manières de faire liées à un contexte social qu'on apprend. Dès qu'on voit quelqu'un qui est un peu hors, je sais pas, les lois sociales comme ça, on dit il est un peu bizarre celui-là, parce qu'il ne se comporte pas comme les autres, vous voyez. Donc là, il y a des généralités, mais il y a aussi quelque chose qui est le symbole. Et ça, c'est en fait le symbole, symbolus, ça veut dire lie deux mondes. Le diabolus les sépare, dia et sim. Le symbolus les relie. Je vous fais un exemple symbolique. Un enfant, qu'en parlant de la maman a une dépression, et l'enfant dit un jour à la maman, enfant petit, 5 ans, dit « Maman, ton cœur est noir ». Alors moi, elle est restée effrayée, parce qu'elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il dit mon enfant ?» Mais en fait, c'était une manière symbolique. L'enfant a sa manière de connaître, il comprend que la maman a une tristesse profonde, et il l'exprime avec un symbole. Le cœur est noir. Vous voyez? Donc, ici, on a besoin de... Les symboles, c'est des choses, le cœur manifeste l'amour, des symboles, non? Les arbres, il y a des symboles qui sont présents dans ce monde qui nous ramènent à quelque chose de... par exemple, le cheval est un symbole de liberté. Par exemple, dans la symbologie comme ça des animaux. Et il y a beaucoup de symboles qui représentent des réalités qui sont spirituelles. On ne saisit pas, on ne voit pas. On saisit, mais on ne voit pas. Et donc, on doit donc, le symbole. Et ici, donc, la manière dont notre intelligence, notre volonté, notre corps manifeste notre personne, souvent est symbolique. L'art, imaginez l'art, pensez à l'art. Combien de symbolisme il y a dans l'art? C'est l'art, donc les musées d'art, même le théâtre. C'est des choses que des fois on n'a même pas. La poésie, comme on lit la poésie, où on lit quelqu'un qui écrit très bien, qui dit waouh, comment il exprime bien. C'est des choses que je ressens, mais je n'arrive pas à exprimer. Non? Voilà, l'art, c'est un peu la même chose. On reste là et dit il y a tellement de choses que je voudrais exprimer et je n'arrive pas à exprimer. Donc, vous voyez la richesse qu'il y a ici, et que ce serait très beau d'avoir beaucoup de richesse ici, de pouvoir manifester, mais on n'arrive pas toujours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ici, ça ne soit pas présent. Et la même chose, je pourrais dire un peu pour les personnes que vous rencontrez. Vous rencontrez des personnes âgées qui ont des maladies, qui ont aussi des blessures, ou peut-être qui ne parlent plus. Et donc, ils n'arrivent pas à s'exprimer, mais ils sont là. Ça m'a beaucoup frappé. Une fois, j'avais fait une présentation de cette anthropologie, et une dame assez âgée m'a dit, a levé la main, elle a dit, je ne veux pas poser une question, je veux juste partager quelque chose. Moi, je m'occupe de ma maman. Donc, elle était déjà âgée, imaginez 90 ans. Non, 90, non, pardon. 70. Et donc, la maman avait 90. Et ma maman a l'Alzheimer, donc elle ne parle plus.
elle me regarde, mais moi je sais que il y a quelque chose qui passe entre nous, il y a une communication, et je ne savais pas beaucoup. Disons, elle manifeste très peu, mais je ressens beaucoup moins. Elle ressentait toute la présence personnelle, donc l'amour, le besoin de... Sa maman se rendait compte, même si elle la reconnaissait pas, disons, elle manifestait pas qu'elle la reconnaissait, mais elle la reconnaissait. Vous voyez comme... Et ça, par exemple, il y a beaucoup d'expériences des gens dans le coma, font peut-être des années dans le coma, et maintenant on le sait, parce que, et on dit toujours, quand on est à côté d'une personne dans le coma, il faut faire attention, parce que la personne, souvent, entend, comprend, connaît, ressent la présence, même si elle a les yeux fermés, ressent la présence. Et donc, des gens dans le coma qui sont réveillés, qui disaient, oui maman, j'ai entendu que tu disais que c'était mieux que je parte. En fait, moi je suis là et j'avais envie de revenir. Je veux dire, non, c'est très dur, hein, parce que, juste parce que la personne ne manifeste rien, n'est pas, est là comme on dit, c'est terrible, c'est comme un légume. C'est pas comme un légume, c'est une personne qui n'arrive pas à se manifester. Mais elle est dans un état de conscience plus profonde. Okay. Donc, on a parlé des symboles. Et les symboles, on voit par exemple aussi comment alors ici, à ce niveau-là, on perçoit énormément de choses. Énormément. Depuis notre conception, depuis le début de notre vie. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis le début de notre vie, là je vais faire un petit dessin là. Imaginez que ça c'est le début de notre vie. On arrive là, donc on a une petite cellule, et il y a la personne. Donc il y a une autosusception, c'est-à-dire c'est en fait la matière et l'esprit qui font comme ça. Donc, et là, c'est une personne qui commence à connaître, à coexister et à aimer, à donner et à recevoir l'amour. Pardon, je l'ai dit à l'envers, à recevoir et à donner l'amour. D'abord, on reçoit l'amour, après on le donne. Ça, c'est un élément qui, dans l'amour, est très important. Recevoir, avant vous avez dit, vous avez beaucoup envie de donner. Hein. C'est très bien. Si vous êtes là et vous êtes capable de donner, c'est parce que vous avez reçu. Donc d'abord, c'est recevoir. Et donner. Recevoir. Nous, vous voyez, en fait, si vous pensez, votre personne, qui vous êtes, donc chaque personne est unique et originelle. Donc, il n'existera jamais une personne comme vous. Et donc, ça, c'est incroyable de penser que. Une chose aussi qui est incroyable, notre cerveau a une partie donc, de notre cerveau est capable de reconnaître les objets. D'accord ? Et la partie visuelle qui reconnaît les visages est ailleurs. Ce n'est pas le même que pour reconnaître les objets. Et cette partie-là, une partie occipitale, ici derrière, c'est une partie qui est spécialisée, mais d'une manière incroyable. Nous, on peut reconnaître notre maman parmi tous les gens de cette terre. Oui, en fait, si vous pensez un visage, c'est 2 yeux, un nez, une bouche. Enfin, la structure est la même. Mais nous sommes tellement spécialisés, dans notre cerveau, c'est spécialisé à reconnaître une unicité et une originalité. Vous voyez comme nous sommes originels et uniques. Et notre matière nous
c'est-à-dire se spécialise, c'est fascinant ça. Il y a des gens, et ça c'est un mot très bizarre, prosopagnosie, c'est l'incapacité à reconnaître le visage, c'est pas une blessure ou un accident, disons, un problème neuronal. Il y a des gens qui ont une incapacité, on ne comprend pas, on a de la peine à comprendre qu'est-ce qu'ils voient. On dit un peu qu'ils voient, vous voyez, Picasso, des visages comme ça abstraits, ils ont de la peine. Et je ne sais pas si vous avez jamais lu un livre, Oliver Sacks, L'homme qui confondait sa femme pour un chapeau. C'était un homme qui, en fait, il ne reconnaissait jamais sa femme. Parce qu'il était prosopagnosique. Et donc, sa femme devait toujours porter un type de chapeau, ou lui dire que quand ils se rencontraient en ville, elle portait un foulard. Il puisse la reconnaître. Sinon, il ne la reconnaissait pas. Vous voyez? Mais là, c'est parce qu'il y avait justement un problème neurologique. Vous voyez? Mais sinon, nous, on a cette capacité. Donc, l'unicité. Donc, la personne humaine a deux besoins fondamentaux. Ça, c'est très important, je pense, quand vous rencontrez quelqu'un. D'être accepté et d'être reconnu. Donc, c'est pas la même chose. Ça paraît très semblable, mais c'est pas la même chose. Je vous fais quelques exemples pour montrer que c'est pas la même chose. Une maman peut avoir, on reprend l'exemple d'avant, 5 enfants. Elle les accepte tous. En aucun moment, elle a pensé que le 5e était de trop. Donc, elle les a tous acceptés. Voilà. Mais elle se dit, ben voilà, pour ne pas faire des injustices, je vais les traiter tous de la même manière. Faux. Faux. Très faux. Parce qu'ils sont différents. Donc, peut-être ce qu'elle voulait dire, c'est je ne vais pas avoir des préférences. Ok, ça oui, parce que les 5 sont des enfants. Mais les traiter de la même manière, c'est faux parce que, en plus, tu dois reconnaître les qualités, les talents et peut-être aussi les défauts pour éduquer de chacun et chacune. Vous voyez? Donc, reconnaître, c'est pas la même chose qu'accepter. Donc, quand vous êtes face à quelqu'un dans votre action de bénévolat et tout, ben, le fait d'accueillir la personne et de la reconnaître dans sa spécificité, unicité, originalité, ça, c'est un cadeau énorme que vous pouvez donner à cette personne. Quelquefois, ça m'est arrivé après cette conférence, des personnes qui sont venues chez moi et m'ont dit, vous savez, moi je pense que j'ai jamais été reconnue par ma mère ou mon père. Et acceptée, oui, mais pas reconnue. Et ça, c'est une grande blessure. Parce qu'on a besoin de ça, c'est un besoin fondamental. Et ça peut-être on l'a reçu dans notre famille et tout. Sinon, il y a nos amis aussi. Mais quand même, la famille, les parents, c'est quand même. On peut toujours, disons, soigner ses blessures et grandir. Sinon, mon travail serait nul. J'y crois fermement. Et la personne essaye toujours de combler ce qu'elle n'a pas pu, disons, construire dans son enfance. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, les amitiés, nous, de nos amis, on essaye, on cherche ça, et on donne ça dans l'amitié. Donc, accueillir et reconnaître. Hein, cette unicité. Et du coup, la personne, là, je vais regarder en fait. Ok, je vais bientôt terminer. La personne dans sa vie, hein, donc là, on a mis le début de la personne, et là, ça continue, et cette petite cellule devient, se développe, intelligence, donc volonté, le corps, hein, et ça continue, et là, le cœur, voilà. Ça veut dire quoi ça? J'ai mis ça parce que c'est important de tenir en compte que si la personne, depuis le départ, justement, il y a cette unité entre biologie et esprit, en fait, et du coup, la personne perçoit beaucoup de choses. Voilà. Depuis le ventre de maman, je perçois.
rencontré une patiente qui m'a raconté que, elle dit, je sais pas si ça pourrait être utile, mais ma maman m'avait raconté que quand j'étais dans son ventre, donc dans les 9 mois, il y a eu un accident très grave en train, et bah, ils ont failli mourir. Ma maman et mon papa, et mon frère, grand frère, et moi aussi. Donc je dis, ben, oui, c'est très important, parce que là, vous avez dû sentir une frayeur énorme, mais pas parce que l'enfant sent la frayeur de la maman. Vous voyez. Donc, oui, donc ça reste dedans, ça reste. Ça reste et ça se manifeste. Ça se manifeste comment? De manière symbolique. Alors, ça peut se manifester à travers l'intelligence, à travers le corps et à travers la volonté. À travers l'intelligence, par des rêves. Des rêves. Les rêves sont symboliques. Les rêves sont construits par notre intelligence, donc par les images. Moi, je fais toujours le même exemple, mais je trouve qu'il est parlant. Et imaginez, vous voyez passer là un Ferrari rouge. Et la nuit, vous rêvez du Ferrari rouge. Je dis, ouais, mais c'est clair, je l'ai vu passer le jour avant. C'était la première fois que je passais un Ferrari tellement impressionnant. Je me souviens toujours, mon frère, quand il était petit, une fois, il revient à la maison, il était à l'école maternelle. Il revient à la maison et dit, maman, la cuisinière de l'école maternelle a un Ferrari. La maman dit, ah oui, un Ferrari? Oh, c'est possible, mais pourquoi? Parce qu'il est rouge. Sa voiture est rouge, donc lui pensait que toutes les voitures rouges sont des Ferrari. Vous voyez les généralités d'intelligence que se construit. Vous voyez. Donc le Ferrari rouge, et ma question, ça serait, est-ce que vous étiez en train de conduire le Ferrari rouge? Est-ce que vous étiez en train de le nettoyer? Ou de le casser avec un truc de fer? Ou peut-être vous étiez juste en train de l'admirer comme ça, passer à deux côtés, et voilà. Ou quelqu'un s'approche et vous donne les clés du Ferrari. Donc, vous voyez que le contenu symbolique du rêve est... Donc, le rêve n'est jamais ce qu'il paraît. Il y a toujours un contenu symbolique qui se relie à quelque chose qu'on a connu, qu'on a travaillé là-dedans. Ça par rapport à l'intelligence, par rapport au corps. Notre corps, il est symbolique. Nous, on manifeste. Combien de fois, en parlant avec des patients, ils me disent, me font des exemples, des choses somatiques qu'ils vivent et ils se donnent une explication. Et après, ils se donnent une explication par rapport à leur vie. On a besoin de comprendre pourquoi maintenant cette tumeur, pourquoi maintenant, je sais pas, ce mot de dos ou ces problèmes au ventre, à l'estomac, moi qui ai toujours pu manger tout. Et là, de manière simple, on se pose la question, l'estomac, ça sert à quoi à digérer? Si je fais toutes les analyses et tout, l'estomac est tout ok, qu'est-ce que vous ne digérez pas de votre vie? C'est une question. Et les gens commencent à réfléchir. Ou eux-mêmes, ils disent, moi, je ne digère pas comme mon chef me traite. Donc, je dois l'avaler, mais je ne digère pas. Donc, j'ai une ulcère à l'estomac, par exemple. Vous voyez, le corps, il est symbolique, il parle. En plus de faire toutes les choses qu'on a besoin pour notre survie. Et la même chose sur la volonté. La volonté, nous, on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est raisonner. Donc, on a réfléchi, et donc on fait. Je dois partir en vacances, je pars à l'île d'Elbe ou en Corse. Voilà, je choisis. Mais il y a des choses, si je vous pose maintenant la question, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez fait et vous ne savez pas pourquoi vous avez fait? Il y a des gens qui sont extrêmement rationnels, je dis, tout ce que je fais, c'est bien. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est vrai. Ou une amie, elle me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. J'ai fait. Là aussi, je vous porte quelques exemples dans sa clinique. Une étudiante qui, en fait, elle était déjà professionnelle, mais elle avait étudié le cinéma. Mais elle m'a dit, derrière moi, je fais une chose que je n'ai jamais compris pourquoi je l'ai faite. Et en fait,
avant de faire études de cinéma, donc quelqu'un de très artiste, ou en tout cas intéressé par le cinéma, dit je me suis inscrite en droit. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait une année de droit. Je ne sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui, je n'ai pas l'explication. C'est intéressant. Je ne me souviens plus après qu'est-ce qu'on a dit. Peut-être qu'on n'avait même pas arrivé à une explication, mais je me suis inscrite, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est pas. C'est intéressant. Notre volonté fait des choses. Peut-être maintenant vous réfléchissez à votre vie et vous voyez, non? Mais c'est pas parce qu'il y a un court-circuit et tout à coup vous faites un truc. Non, parce qu'il y a votre personne qui bouge la volonté, qui bouge et qui bouge l'intelligence pendant la nuit ou pendant la journée, c'est des inspirations. Alors là, je vous raconte, ça m'est arrivé il y a un mois. Et il y avait un professeur d'Italie qui m'avait contacté pour pouvoir traduire en fait des parties de l'anthropologie transcendantale en italien. Donc, il m'avait contacté au début août. Moi, au début août, j'avais mis le truc, voilà, j'étais en vacances. Je dis, écoute, là, je dois partir et tout, mais je vous recontacte bientôt. Début septembre, je crois que je partais sur le monsieur. Alors, je lui ai écrit un message et il lui dit, Daya, tu ne vas pas croire, mais je suis en train de regarder une vidéo où tu expliques ça que je vais vous expliquer maintenant. C'est impressionnant. C'est en fait les inspirations, c'est-à-dire, tout à coup, vous pensez une personne et vous dites, ah, pourquoi elle va cette amie-là, ou ma grand-mère et tout, je vais l'appeler. Et à ce moment-là, elle vous appelle. Vous voyez? Lui, il était en train de regarder, il dit, tu étais en train d'expliquer ça, et m'arrive ton message. Non, mais c'est impressionnant. Je dis, ok, je pensais pas avoir une telle coexistence avec ce monsieur, mais c'est intéressant quand même. Peut-être c'est lui qui m'a appelé, il dit, ah, mais Daria ne m'a pas encore contacté, et là j'ai senti quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est des choses qui arrivent. Et je pense que ça vous est arrivé. En général, ça arrive avec les gens avec lesquels vous coexistez, donc il y a un lien et tout. Peut-être que j'étais déjà tellement enthousiaste de trouver quelqu'un qui puisse traduire un projet en italien. Et voilà. Mais c'est voilà. C'est des choses qui sont marrantes. Mais qui s'expliquent, voilà, nous, je sais pas, des fois on appelle télépathie, intuition et tout, mais c'est cette coexistence entre les personnes. Dernière chose, non, encore deux choses. Non, parce qu'une est très importante, je peux pas j'avais perdu avant, je pensais la dire avant, et j'ai perdu le fil, je la reprends maintenant. Nous, la personne que nous sommes d'accord que nous l'avons reçue en fait. Personne de nous s'est choisi, s'est créé à soi-même. Nous sommes reçus en fait. Nous avons reçu nous-mêmes, on pourrait dire. Et nous sommes tous fils et filles de quelqu'un. D'accord? Non, ça ne pas. Donc, là, j'ai une amie qui me disait, Daria, moi, elle a 3 enfants, et elle dit, moi, avec la naissance des enfants, c'est quelqu'un qui s'était jamais posé la question un peu plus d'où on vient, d'où on va, voilà, une question existentielle de Dieu ou de cosmos, je sais pas. Mais elle me disait une chose intéressante. Et moi, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit, non, attends, cet enfant-là, il a quelque chose de plus. C'est pas possible que moi, mon mari, m'a créé tout ça. C'est-à-dire, non, il y a quelque chose de plus. Deuxième enfant, même expérience. Troisième enfant, c'était une bombe pour elle. Et elle se dit, non, là, je dois rechercher qu'est-ce qu'il y a de plus. C'est intéressant parce que ils sont tous tellement différents et tellement parfaits. C'est-à-dire, pas parfaits parce que. mais c'est tellement beau, tellement incroyable. Une personne humaine et donc, on se dit, ok, alors, est-ce que c'est, voilà, on peut l'appeler comme on veut, moi je le représente comme ça, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est, je sais pas,
l'être. On appelle être. C'est un être parce que nous, en philosophie, en fait, la personne, et ça c'est un autre terme, personne, esprit, intimité, un autre terme qui définit ça, c'est acte d'être. C'est l'être en acte. C'est l'être en acte. Ça, c'est l'être en puissance. C'est-à-dire, ça bouge ça et manifeste l'acte. Vous voyez? Acte et puissance. Et donc, cet acte d'être vient d'un être qui, un être plus grand, qui nous donne. Et c'est pour ça que quand je dis l'amour, d'abord c'est recevoir. Ça, c'est vrai d'un point de vue aussi de développement de l'enfant. Un enfant qui n'a pas reçu d'amour a beaucoup de peine à aimer, bien sûr qu'il faut toujours, mais a beaucoup besoin de recevoir. Mais ça, c'est aussi par rapport justement au fait que nous, c'est important que nous, on s'accepte nous-mêmes. Et ça, je le disais une fois, une patiente, je me disais, mais ça, c'est hyper difficile d'être content, parce que nous, en fait, nous sommes un cadeau pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous sommes le plus beau cadeau. C'est-à-dire, il y a d'autres cadeaux, mais les autres aussi sont des cadeaux pour eux-mêmes, et sont des cadeaux pour moi, et moi, je suis un cadeau pour les autres. C'est-à-dire, chaque personne a quelque chose d'unique, arrive dans ce monde, et a quelque chose, une mission, quelque chose à faire, je veux dire, on n'est pas là par hasard. Et justement, le fait aussi de coexister, entrer en relation avec d'autres, bah, ça permet de nous enrichir énormément et d'enrichir les autres. Donc, si nous, on s'enferme et on enlève aux autres le cadeau que nous sommes. Et donc, ça, c'est par rapport. Et donc, l'autre chose, c'est que la personne, disait les anthropologues, la personne, en fait, est un adverbe. Parce que ça, c'est l'être. Et lui, il disait, c'est, en espagnol, il dit además. C'est la personne peut toujours grandir. Toujours. En fait, ici, notre corps, bah, nous, on grandit, on peut faire beaucoup de gym et tout, hein, mais à un certain moment, voilà quoi, il y a une décadence. Voilà. Et l'intelligence, en fait, l'intelligence, c'est un truc pas organique, mais s'appuie sur un organe, qui est le cerveau. Donc, l'intelligence aussi pourrait toujours grandir. On peut toujours apprendre plus de choses. Et il y a des gens, personnes âgées, qui s'inscrivent à un collège, à l'université, qui apprennent, qui lisent, qui font beaucoup d'études. Mais elle s'appuie sur, à un certain moment, s'arrête parce que le cerveau n'arrive plus. Et la volonté, la même chose, on peut toujours faire plus de choses, toujours, au bout d'un moment, voilà, là aussi, le corps se fatigue, on vieillit, la maladie. Donc, la seule partie de la personne, c'est seulement la personne qui peut continuer de grandir. Parce que cette partie-là peut toujours grandir, même quand on est dans des conditions justement de fragilité, on peut toujours aimer, on peut toujours être en coexistence si les gens ne nous mettent pas de côté. Donc c'est très beau aussi ce projet que vous faites. Attends, c'était quoi le mot à Rosario? Les mailles. Maraudes. Les maraudes, voilà. Les maraudes. Pardon, j'avais jamais entendu ce mot. Les maraudes, parce que vous êtes en train d'inclure, de coexister avec des gens que la société met de côté. C'est super beau ça. Ben, les personnes âgées, souvent, sont mises de côté. Et la connaissance, de connaître l'autre. Je pense que je parle beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques, des choses? J'ai tout dit, j'ai oublié des choses. Moi, j'ai une question d'abord. Oui. Juste une question sur juste la dernière chose, qu'on peut grandir en connaissance, liberté, amour. Est-ce que c'est grandir en augmentation de capacité ou parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que dès le début de notre vie, on est la personne tout entière,
avec cette capacité de connaissance qui en fait est déjà énorme de coexistence et d'aimer. Enfin, si c'est déjà présent et que ça le reste tout le temps, enfin, j'ai du mal à voir que ça puisse grandir en termes de capacité puisque c'est immatériel, donc ça, grandir dans le sens que s'enrichir. Toujours. C'est-à-dire, nous, on arrive avec cette capacité qui est personnelle. Toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne. Hein? Et en même temps, si moi, je te connais, toi, tu me connais, on s'enrichit mutuellement. Oui, on capte de plus en plus d'autres personnes, en fait. D'autres personnes, alors, oui, d'autres personnes, cette connaissance-là. Et aussi une ouverture. Là, vous voyez, ça c'est, on a parlé d'esprit, donc ça c'est au niveau spirituel. Hein? On parle, c'est pas une question de religion, okay? C'est une question vraiment spirituelle. Donc là, si moi, je pense que je ne me suis pas donné à moi-même, il y a quelque chose de spirituel supérieur à moi, je peux aussi m'ouvrir à ça. Et ça me fait grandir aussi énormément. C'est les deux choses, c'est-à-dire, c'est cette ouverture-là, au fond, cette ouverture-là aussi, hein, avec le cosmos. Mais on a dit que peut-être c'est un niveau inférieur. Donc, on a un niveau inférieur, un niveau au même niveau des autres personnes, et un niveau supérieur. Et à soi aussi ou pas? Enfin, un truc. L'ouverture, oui. Et en fait, cette ouverture-là, c'est une ouverture qui est intérieure. C'est-à-dire, l'ouverture extérieure, c'est vers le cosmos et les autres. Et à l'intérieur de nous, là, c'est justement parce que l'acte d'être, je le reçois de l'être. Donc, c'est une ouverture intérieure qui n'est pas vers mon moi, mais vers ma personne. C'est pas la même chose. Le moi est ici. En fait, le moi, là, je n'ai pas parlé, parce que je ne voulais pas compliquer plus, mais des habitus innés. Hein. Mais en fait, le moi, mon moi, le moi freudien, hein, le moi. Moi, je sais qui je suis, mais est-ce que je le sais vraiment? C'est-à-dire, si moi, je vous pose la question, vous êtes qui? Souvent, nous, on répond à cette question-là. Là, comme Capucine m'a présenté, et en fait, elle ne m'a pas présenté. Elle m'a présenté, mais elle ne m'a pas présenté, parce qu'elle a présenté ce que j'ai étudié, ce que j'ai fait, et là, moi, vous voyez ma personne encore. Ok, vous voyez ça. Mais là, vous n'avez pas accès. Je peux vous manifester, j'ai raconté quelques anecdotes, quelque chose de très personnel. Je peux faire part de quelque chose qui est là, mais ça c'est mon intimité. Ça, peut-être je la partage pas ici. En plus, il y a la caméra. J'espère qu'il va voir après cette vidéo. Vous voyez, mais l'intimité, en fait, se manifeste dans des relations de confiance, un à un. C'est quelque chose d'intime, doucement. Donc le moi fait de pont, et un peu le pont entre. En fait, ça serait, je vous dis juste le terme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui étudie la philosophie ici? Très bien. Ça, c'est l'habitus inné de Sandérez. Et ça, c'était développé au siècle IVe. En fait, c'est la conscience de soi à soi-même. Ça serait ça. C'est un terme grec, Sandérez. Moi, je ne sais pas le grec, c'est pas l'érudite, mais c'est juste, ça vient de là. Et en fait, c'est la conscience. Hein, c'est la conscience. Donc, le moi, je suis consciente de moi, donc j'ai des choses, mais moi, je suis beaucoup plus, en fait, ma personne est beaucoup plus que le moi. Je peux vous raconter des choses de moi, mais moi, je suis beaucoup plus que ça. Et vous, la même chose.
Ben, merci parce que je n'avais pas parlé du moi, donc de la conscience. Et il y a des choses justement là, non, des choses qu'on vit, dont on est conscient, et des choses dont on n'est pas conscient. La grande majorité des choses, on n'est pas conscient. C'est pas un problème, hein, mais simplement que nous sommes beaucoup plus de ce que nous pensons que nous sommes. Et une personne on peut penser ça dans une relation d'amour conjugale, mais même dans l'amitié, dans mère-enfant, dans toute relation d'amour, justement, il y a une connaissance personnelle, une coexistence. On n'a jamais fini de connaître une personne. C'est ça. Sinon, finalement, on en aurait marre. Mais des fois, on en a marre parce que on pense qu'on a connu la personne et au fond, devant une personne, on est toujours devant un mystère. Mais nous sommes un mystère à nous-mêmes aussi. Parce qu'il y a justement toute une partie, nous n'avons pas vraiment complètement accès. Et donc, chaque personne âgée, ce sont très belles ces cartes que vous m'avez montrées. Et pour amener à partager, justement à être en coexistence, disons, active, de parler de son histoire et tout. Et ces personnes-là ont tellement besoin. Et même, aussi les enfants avec lesquels vous rencontrez, je sais pas, Il y a une autre chose par rapport à ça, c'est que l'esprit, justement, la partie spirituelle est toujours présente. Ça peut vous expliquer quelque chose par rapport aux enfants. Ici, on est toujours dans le présent. Le temps est ici, le passé, le présent, le futur. Ici, c'est toujours présent. Mon enfant très petit, si vous lui dites, l'autre jour, ça m'est arrivé, et il y a j'ai une petite nièce, elle vient de faire ses 4 ans, alors elle avait commencé l'école maternelle, et moi je l'ai vue samedi. Donc, samedi, elle n'est pas allée à l'école maternelle, mais je lui ai dit, Anita, t'es allée à l'école maternelle? Et elle dit non. Vous voyez, bien sûr, aujourd'hui elle avait raison, elle ne mentait pas, mais non, en enfant très petit, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait à l'école maternelle? Qu'est-ce que tu as fait avec la grand-maman hier après-midi? Hier, on joue? Je dis, on est là, papa il est parti, et quand est-ce qu'il revient? Tu dois dormir 2 fois, hein? On explique aux enfants, parce que le temps, eux ils vivent là, les enfants petits. Ils sont dans cette dimension-là. Pourquoi nous on perd cette dimension? Justement, on donne plus d'importance à celle-ci. Parce que c'est la société qui nous dit que ça c'est plus important. Tu sais, quand un enfant commence l'école maternelle, les enfants, est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à dessiner? Non. Un enfant apprend, non? J'avais un neveu qui ne dessinait pas. Et ma soeur me disait, mais écoute, je comprends pas pourquoi il ne dessine pas. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Et en fait, après il a fait de l'ergothérapie, il avait une tension tellement musculaire que dessiner pour lui c'était une torture, donc il ne dessinait pas. À l'école, bien sûr, il devait écrire, donc on a remarqué qu'il écrivait, on ne comprenait rien du tout. On a dit peut-être qu'il a besoin d'ergothérapie, donc tu fais l'ergothérapie, il a commencé à dessiner. Okay? Donc un enfant, le jeu, le dessin, c'est symbolique. Donc un enfant, il dessine spontanément. Tu veux rendre heureux un enfant, tu lui donnes des jouets ou tu lui donnes un papier vide, comme ça, nouveau, et des crayons. Et il est content, il se met à dessiner. Ils vont à l'école, alors non, mais là, je le fais comme ça. Ça, à la maison, tu l'as fait comme ça. Mais pourquoi on ne laisse pas dessiner comme eux? Ils ont leur manière de connaître le monde. Vous voyez? Pour ça, je trouve intéressante, mais bon, après, l'école, ça va très bien, hein, mais l'approche de Montessori, c'est intéressant. C'est une approche où l'enfant découvre petit à petit et on valorise beaucoup la connaissance personnelle de l'enfant. Après, c'est clair que pour être en société, il faut apprendre à des
les choses comme font les autres. C'est clair, c'est très intéressant si vous voyagez et vous regardez l'écriture. En France, je suis sûre, comme en Italie, comme en Suisse, on a des manières d'écrire qui sont semblables. Parce qu'à l'école, on te dit, on écrit comme ça, et tu vois les gens qui écrivent comme ça. Et donc, les jeunes Français écrivent d'une certaine manière, les jeunes Italiens, ils ont une écriture un peu différente. Et après, petit à petit, on grandit, et chacun personnalise plus son écriture. Et en fait, il y a la graphologie qui étudie l'écriture. Pourquoi? Parce qu'à travers l'écriture, à travers une signature, à travers, on manifeste énormément. Pourquoi? Parce que nos mains manifestent énormément de notre cerveau. Dans la phase embryonnaire, il y a 3 membranes, et la même membrane des mains est la même du cerveau. Donc, nos mains manifestent énormément, sont en connexion profonde avec notre cerveau. Et donc, je pense toujours à l'impression qu'a eu Steve Jobs de faire le mouse. Hein? Donc, le mouse, c'est une prolongation. En fait, c'est comme si notre cerveau pense où aller, tac, tac, et le mouse, tac, 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 tac. C'est des choses qui. Voilà. Donc, le fait Donc, moi j'ai l'impression, mais ça c'est une théorie à moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'adolescent, donc l'enfant il est là, et l'adolescent il commence à s'intéresser plus à la société, donc, et il voit comment fonctionnent les adultes, il voit que c'est important d'avoir un bon curriculum, de faire beaucoup d'expériences, le corps, l'esthétique et tout ça, et il bascule. Et il se rend compte que il peut y avoir une grosse crise. Une grosse crise, surtout si l'enfant n'a pas été reconnu et accepté, parce qu'il lui manque des bases, c'est que pour rentrer dans la société, et en même temps, il se rend compte qu'il a une unicité qui là peut-être va pas être reconnue. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est une crise qui est justifiée. Et je pense que notre société devrait davantage tenir compte aussi de ça, et pas coincer les gens là. Et après, il y a des gens qui disent non, moi je me rebelle, je ne veux pas entrer là. Mais moi je pense qu'on peut. Peut-être c'est, et là c'est un peu dur, mais si là nous avons reçu notre être, nous sommes uniques, on pourrait dire reçu un don. Qui est unique et pour chacune et chacun de nous. D'accord? Le don. Et là, nous, en gardant, peut-être qu'on l'a encore découvert, hein? Peut-être oui, mais en gardant en tête ce don, on garde en tête, et là on le manifeste. Mais le don, comme nous sommes en coexistence, pour le manifester, on a besoin aussi de le faire avec d'autres. Et pour moi, ça c'est un peu, je veux dire, en fait, je ne sais pas si vous faites du bénévolat tout seul, mais peut-être on le fait avec d'autres. On ne le fait pas tout seul. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Peut-être du sport, on fait tout seul. Des fois, on n'est pas très motivé si on est tout seul. N'est-ce pas? Voilà. Donc, mais même le travail, on commence trouver les autres. Et après, on cherche des gens avec qui partager ça, et faire ça ensemble. Et ça fait partie de ce. Bon, je ne sais pas si oui. J'ai une question, mais j'essaie d'exprimer je vais essayer de l'exprimer la plus clairement possible. Oui. J'ai un peu de mal. Est-ce qu'on va expliquer le fait d'avoir reçu et donné de l'amour avec quelqu'un, mais à cause de son état psychique, il agit en conséquence de son état psychique. Il nous aime toujours autant, mais on a du mal à l'aimer en retour parce que les choses qu'il fait à cause de son état, malgré le fait qu'il nous aime, nous donnent un peu une réticence à aimer. Est-ce qu'on peut expliquer, est-ce que c'est normal de ressentir ça?
Oui, parce que... alors, oui, parce que... Non, que l'autre personne, c'est comme si elle n'arrive pas à manifester son amour ou... En fait, la montre. personne le manifeste, Le manifeste. mais fait des choses Ah. sans se rendre compte à cause d'un état qui fait Ah. qu'elle nous aime, on l'aime, Ah, mais oui. on est réticent à l'aimer à cause de Oui, ça. oui. Malgré le fait Oui, parce que- que en fait, la tendance, c'est que d'abord, tu dois aussi penser à être bien toi, à ta survie en fait. Si l'autre personne fait quelque chose contre moi, ou n'arrive pas à manifester, faisons un exemple, je ne sais pas si tu te refères à ça, mais il peut y avoir une maman qui, disons, psychotique, d'accord? Donc ça veut dire que c'est une maman qui peut-être dit des belles choses à son enfant, mais en même temps le tape. C'est très fort, hein? Je fais un exemple très très fort, hein? Mais ça peut arriver. Donc, elle aime son enfant, mais dû à son état psychique, c'est comme si, en plus, il y a un contraste entre ce qu'elle fait et ce qu'elle manifeste, ce qu'elle dit et ce qu'elle manifeste. Donc, elle dit des choses et elle fait autre chose. Hein? Ça trouble beaucoup l'enfant. Ça crée des attachements, par exemple, désorganisés. Hein? Pour se construire, c'est très difficile pour un enfant. Hein? Mais imaginons une situation un peu moins extrême. Hein? Donc, une maman qui, reprends l'exemple d'avant que j'avais fait, de maman, tu as le cœur noir. Hein? Une maman qui a une dépression. Donc, en fait, une dépression, c'est un état d'énergie diminué. Hein? Donc, elle aime ses enfants, son enfant, mais elle n'arrive pas peut-être à faire tout ce qu'elle voudrait ou ne le manifeste pas comme l'enfant voudrait. Donc, moi, dans ces cas-là, ce que j'explique, c'est la chose suivante. L'enfant, s'il est petit, il a de la peine à comprendre ça, il souffre. Hein? Mais si c'est déjà quelqu'un de plus grand, peut-être ça peut aider d'expliquer ça. Regarde, ici, c'est toi, l'enfant, et ici, c'est la maman. D'accord? Il y a un problème. L'enfant commence à comprendre que la maman a un problème psychique ou un problème, une maladie. Hein? Et donc, tu dis, ok, la maladie est quelque chose comme ça, de noir, imaginons. Hein? C'est pas la maman qui est dépressive, la maman souffre d'une dépression. Déjà, tu sépares ce qu'est la maman et ce qu'est la dépression. Donc, la maman et tout ça. La dépression, des fois, arrive et va envahir la maman. Donc, la maman n'arrive pas à exprimer tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Donc, tu détaches. Donc, quand la maman est complètement prise par la dépression, peut-être elle te dit même des mots terribles. Mais ce n'est pas la maman qui te le dit, c'est la dépression qui lui fait dire ça. Donc, tu arrives peut-être à dire, ok, mais non, c'est la dépression, c'est pas la maman. Et là, tu sauves la personne. C'est un peu comme la personne qui a l'Alzheimer, qui ne reconnaît pas plus ses enfants quand ils vont la voir à la maison des personnes âgées et tout. Tu dis, attends, l'Alzheimer est en train de diminuer et de détruire son cerveau, mais la maman, je sais qu'elle sait qui nous sommes. Et nous, on va continuer à venir la voir. C'est pas parce qu'elle ne manifeste pas qu'elle nous reconnaît, qu'elle ne nous reconnaît pas au fond de son cœur. D'ailleurs, ça c'est un peu le principe aussi de toute la psychiatrie forensique. C'est-à-dire, une chose c'est le crime, et une chose c'est la personne. Il faut toujours sauver la personne par rapport à ce qu'elle fait. Même dans l'éducation. L'éducation, dire à l'enfant, tu es méchant, il y a des enfants qui construisent une identité double. C'est-à-dire, maintenant, Arthur méchant va dans la chambre, et après, seulement quand il redevient bon, il revient. Donc Arthur et deux. Il y a deux Arthur. L'Arthur méchant et l'Arthur bon. Mais c'est troublant. Non. Arthur, toi, tu as fait quelque chose de méchant envers ton frère. Donc, tu vas être puni pour ce que tu as fait, mais toi, tu n'es pas méchant.
là tu sauves toujours la personne. C'est différencier la personne des actes. La personne est toujours bonne. L'être est bon. Des fois, il fait des choses mauvaises. Ça oui. Et c'est clair qu'en faisant tout le temps le mal rentre, ok, et peut détruire et rapetissir ce cœur. Mais le noyau profond de la personne reste. La personne reste et sa dignité reste. Même le pire des criminels a une dignité. Même si après, ça peut être enfermé toute sa vie parce que c'est ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? On va manger parce que là c'est tout tard. Ah, très bien, très bien. Alors, on va enlever et si jamais on reprend après. Je vais arrêter ça.